mes chers collègues, on va reprendre et donc je donne la parole à Romain Eskenazi pour 10 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis particulièrement honoré d'avoir à présenter ce rapport. Il se trouve que je suis habitant du Val d'Oise, donc j'ai grandi sous les avions et mes enfants grandissent également sous les avions. C'est une thématique sur laquelle je suis investi en tant qu'élu local depuis quelques années et je suis particulièrement honoré de pouvoir porter ce rapport pour à la fois mettre en avant les enjeux du secteur et son accompagnement nécessaire, mais aussi les régulations qui me paraissent indispensables pour protéger à la fois le climat et notre santé. Je remercie particulièrement l'ensemble des personnes que j'ai pu auditionner en un temps record, aussi bien des ONG, des associations de riverains, mais aussi bien entendu des constructeurs, compagnies aériennes, plateformes aéroportuaires et leurs syndicats professionnels. Et je remercie particulièrement Manon Biganzoli, administratrice adjointe, pour la qualité de son travail et de son accompagnement sur la rédaction de ce rapport. D'abord, un petit tour d'horizon du secteur et de ses enjeux. Le secteur aérien est absolument indispensable aujourd'hui dans notre pays pour assurer à la fois le commerce, les transports familiaux, sanitaires, culturels et le tourisme, bien évidemment. C'est un acteur économique majeur de notre économie. Il représente 1,2 million d'emplois en France, 4,3% du PIB, et il contribue de manière excédentaire à notre balance commerciale à hauteur de plus de 30 milliards d'euros. Nous avons en France des fleurons de l'économie. ADP et Airbus sont les leaders mondiaux dans leur secteur et Air France fait partie des 10 plus Air France KLM, le groupe, fait partie des 10 plus grandes compagnies au monde. Après une crise très importante sanitaire qui a lourdement affecté l'activité et la situation financière du secteur, aujourd'hui l'activité a très largement repris. Nous étions l'année dernière à 199 millions de passagers accueillis dans nos aéroports et nous aurons a priori en 2024 atteint le niveau d'activité qui était celui d'avant Covid, c'est-à-dire de 2019, excusez-moi. Le secteur doit répondre à un certain nombre d'enjeux actuels. Déjà, comme je l'évoquais, un désendettement important, mais en même temps un niveau d'investissement très très important, à la fois pour les plateformes, pour les constructeurs et pour les compagnies. Également, ils sont confrontés à une concurrence européenne et mondiale rude dans le cadre d'un marché mondial. Ils ont des enjeux de sécurité, bien évidemment, ça reste la priorité du secteur, la sécurité, avec des enjeux de cybersécurité actuellement. Des changements d'habitude qui ont affecté l'activité. On pense évidemment à la visioconférence qui a remplacé un certain nombre de voyages qui avaient lieu. Mais un des enjeux majeurs, c'est celui de la décarbonation. Et il faut bien dire que le secteur, très objectivement, s'y est mis et fournit un certain nombre d'efforts à travers 3 leviers principaux. Le premier levier, c'est le changement des flottes pour des avions dits néo, qui consomment, on va dire, 20 à 30% de moins. Simplement, il faut effectivement que l'État poursuive le soutien à la filière pour les avions futures générations qui consommeront encore moins de carburant, ce qui demande un niveau d'investissement très important de la part des compagnies aériennes notamment. Le deuxième levier pour réduire ces émissions, ça réduit les émissions d'environ 7%, c'est la navigation, avec notamment la descente continue. Pour cela, la DGSE a engagé un grand programme de modernisation du contrôle aérien à travers des investissements, à travers des réorganisations et à travers un programme 2030, on va pouvoir réduire encore un petit peu plus les émissions à travers cette descente continue. Le troisième levier, ce sont les carburants d'aviation durable dans le cadre de la directive européenne Refuel qui impose 2% d'incorporation de carburants d'aviation durable dès 2025. On passera à 6% en 2030 avec un palier très important en 2020. Or, force est de constater que la France n'est pas prête et que nous allons remplacer la dépendance au pétrole aujourd'hui par la dépendance demain aux importations de carburants d'aviation durable. Il me paraît donc essentiel que la France investisse aujourd'hui pour répondre à ce défi demain. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement qui propose de flécher une partie de la taxe sur les billets d'avion à l'investissement en recherche et développement sur les carburants de synthèse qui sont les plus vertueux du carburant d'aviation durable. Mais l'aviation en France, c'est plus de 21 millions de tonnes de CO2 émis en 2023. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et malgré tous ces efforts, le compte, malheureusement, n'y est pas, rattrapé par une croissance continue du trafic depuis 20 ans. Pour vous donner un chiffre, entre 2020 et 2023,
C'est quasiment un tiers de consommation en moins par passager et par kilomètre. Les efforts du secteur sont donc réels. Mais dans la même période, les émissions de CO2 ont augmenté de 4,4%. Donc tous les efforts technologiques sont systématiquement rattrapés par une croissance continue du trafic et les prévisions du trafic sont à la hausse. Ma conclusion est simple, nous ne pourrons pas faire en sorte que les émissions nettes diminuent. Je rappelle que la France a réussi cette année à baisser de 5,8% ses émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde s'y met. L'agriculture, le transport, l'industrie, quasiment seul le secteur aérien continue d'augmenter ses émissions nettes, les avancées technologiques étant systématiquement rattrapées par la croissance du trafic. Il faut donc agir par différents leviers pour limiter cette croissance du trafic. Nous n'avons pas le choix si nous voulons que le secteur aérien participe à la décarbonation du pays. Ces leviers, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le levier fiscal. Or, il se trouve que le secteur aérien peut se le permettre. Il y a un certain nombre d'avantages fiscaux aujourd'hui. Vous savez que le kérosène n'est pas taxé. Il y a une TVA préférentielle à 10% pour les vols intérieurs et une absence de TVA pour les vols internationaux. Et cette fameuse taxe des billets d'avion, si on compare à nos voisins concurrents européens directs, est moins élevée en Hollande, est moins élevé également en Allemagne et beaucoup moins élevé qu'au Royaume-Uni. Si on compare même plus globalement les coûts touchés, ce qui englobe l'ensemble des coûts impactés à un avion qui atterrit, ils sont encore une fois moins élevés en France qu'au Royaume-Uni, à Amsterdam ou à Francfort, qui sont encore une fois les hubs concurrents directs. Il y a donc une marge de manœuvre pour faire progresser la fiscalité sans pour autant totalement nuire à la compétitivité de la France à ce niveau-là. C'est le sens d'ailleurs d'une proposition du gouvernement d'augmenter la TSBA à hauteur d'1 milliard d'euros. Je pense que nous pouvons et que nous devons aller plus loin en s'alignant par exemple sur le taux allemand. Si on s'aligne ne serait-ce que sur notre concurrent allemand, ça rapporterait non pas 1 milliard mais 2,5 milliards d'euros, avec une taxe qui serait progressive, d'abord en fonction du type d'avion, est-ce que c'est de l'avion commercial classique ou alors des jets privés qui évidemment par passager polluent beaucoup plus. Deuxièmement, en fonction de la classe, est-ce qu'on est en seconde classe ou en business ou en première, et ensuite forcément au niveau en fonction de la distance, plus avec 3 paliers, plus on va loin, plus on consomme du carburant, et plus effectivement la taxe serait importante. J'ai déposé donc un amendement dans ce sens pour proposer d'aligner la taxe avec le niveau allemand, avec 2 précisions. La première, il me semble important d'affecter une part plus importante de cette taxe à l'AFIT, justement pour financer le ferroviaire. Aujourd'hui, on est à peu près 230 millions. Ma proposition, c'est d'aller jusqu'à 500 millions de financement, notamment pour développer les trains de nuit qui ont été à plusieurs reprises évoqués aujourd'hui. Mais mon autre proposition, c'est également d'exonérer les territoires d'outre-mer, à la fois les trajets vers l'outre-mer, depuis l'outre-mer, mais aussi à l'intérieur du pays des océans, comme aime les appeler notre collègue, pour à la fois une raison de continuité territoriale évidente, d'absence de report modal très souvent, mais également de lutte et de solidarité collective contre la vie chère, contre laquelle l'ensemble de la nation doit s'engager. Il y a un autre impact en dehors de celui du climat, c'est celui de la santé. Ne serait-ce qu'en Île-de-France, vous avez 2,17 millions de personnes qui sont exposées à des niveaux de bruit au-delà des normes de l'OMS, qui sont de 45 décibels, dont, vous l'aurez compris, je fais partie. Donc, en plus des microparticules et du dioxyde d'azote qui favorisent les maladies respiratoires pour ceux qui sont proches des pistes, je précise que j'habite à 20 km et qu'il y a évidemment des habitants qui sont beaucoup plus proches de l'aéroport de Roissy. Donc, sur ces 2,17 millions de personnes subissent donc 172 vols par nuit, ce qui est un record absolu en Europe. L'ensemble des aéroports européens légifèrent. Francfort a mis en place un couvre-feu. Amsterdam y travaille. Le Royaume-Uni aussi. Et en France, effectivement, il n'y en a pas ou très peu de restrictions, notamment à Roissy, avec ses 17 500 vols autorisés entre minuit et 5 heures du matin. Les conséquences épidémiologiques sont aujourd'hui démontrées, plus 24% de risque de maladie cardiovasculaire, 28% de risque d'infarcture du myocarde, en plus évidemment de l'ensemble des effets nuisibles sur le sommeil, risque de dépression, troubles de l'attention, diabète, etc. Il paraît donc nécessaire de légiférer car là encore, malgré des efforts significatifs, il faut bien le dire, une réduction de bruit par passager, l'augmentation du trafic et l'augmentation du volume d'avions fait que les nuisances sont toujours plus importantes. L'espérance de vie en bonne santé des riverains des aéroports est ainsi réduite de 3 ans.
L'interdiction des décollages et atterrissages de nuit pour une durée de 8 heures sur les principaux aéroports me paraît donc être la seule mesure efficace pour véritablement protéger les riverains. Si les nuisances de jour, la gêne sonore comme on l'appelle, doivent être réduites, les atteintes à la santé de nuit doivent être proscrites. Comme je vous l'ai dit, le couvre-feu est instauré à Francfort depuis 2011, qui a pour autant, depuis plus de 10 ans maintenant, conservé son statut de hub et de grand aéroport européen. Partout où, notamment à Orly, on en a parlé tout à l'heure, où un couvre-feu partiel est appliqué, les habitants demandent plus pour avoir une nuit complète, et c'est un droit, je précise que la protection de la santé est un droit constitutionnel. Ce ne serait pas une mesure, ce couvre-feu, qui anéantirait totalement la filière. Je précise qu'à Roissy, plus grand aéroport français, 448 000 mouvements l'année dernière. Les vols de nuit, de minuit à 5 heures, qui sont en tout cas estampillés vols de nuit aujourd'hui, ne représentent que 3,9% des vols. Sachant que la nuit, c'est essentiellement le fret, c'est-à-dire les avions les plus anciens, les plus polluants et les plus bruyants. C'est donc la double peine. C'est la raison pour laquelle je proposerai prochainement, et j'espère dans une démarche la plus transpartisane possible, parce que je sais qu'on est beaucoup ici à partager cet objectif de santé publique, une proposition de loi pour demander que le secteur garantisse le droit au sommeil des habitants et des riverains. Une augmentation de la fiscalité donc, et l'instauration d'un couvre-feu répondent selon moi à une approche véritablement équilibrée entre préservation nécessaire de l'activité économique et défense indispensable de l'environnement et de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.